Donc moi je suis sage-femme libérale à Saint-Julien-Mare à côté de Poitiers. Pour mon parcours d'hypnose, j'ai commencé l'hypnose dans une petite formation à côté de Poitiers. Après j'ai fait le DU Tour et puis j'ai atterri à Biarritz après le début. Quand Hugues m'a demandé de faire un petit truc sur les journées hypnotiques, moi dans mon cabinet je fais des trucs super spécifiques et il n'y a pas beaucoup de sages-femmes, gynéco et tout ça, donc j'avais envie de trouver quelque chose d'un peu plus attrayant. Donc c'est mes patients qui m'ont demandé de la préparation en hypnose pour pouvoir être actrice de leur accouchement qui m'ont amené aussi à la préparation sportive. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Quand j'ai des patients qui viennent dans mon cabinet pour demander la préparation à l'accouchement, je m'aperçois qu'en fait j'ai trois demandes différentes. J'ai des patientes qui ont peur de la péridurale, en fait qui ne veulent pas la péridurale parce qu'elles ont peur de l'aiguille, elles ont peur de tout ça. Du coup c'est une motivation par la peur souvent. Et ça, généralement, elles ont une péri. Même si elles ont peur, souvent elles finissent par avoir une péridurale. Comment? C'est pas la péri qui m'a fait peur, en fait, c'est autre chose, peut-être. Ouais, alors, souvent, ce qu'elles décrivent, c'est vraiment l'aiguille et tout ça, mais bon, enfin, voilà. Une fois qu'elles ont leur contraction et tout, après, j'ai d'autres patientes qui sont un peu indécises, qui ne savent pas trop, elles ont lu que c'était bien d'accoucher physiologiquement, mais quand même, ça fait mal, donc bon, et du coup, elles se disent, enfin, je leur dis toujours, vous avez la possibilité de, vous n'êtes pas obligé de dire oui, j'ai une péri, non, je veux pas une péri, l'anesthésiste, il est là de toute façon, donc vous pouvez attendre et puis voir ce que ça donne. Mais elles sont un peu indécises, souvent, celles-là aussi, sauf si ça va vite, elles finissent par avoir la péri. Et puis vous avez les patientes qui sont très déterminées, ces patientes qui sont très motivées par autre chose en fait. Elles veulent pas une préparation par analgésie, elles veulent une préparation parce que leur but c'est d'accompagner leur bébé et d'accoucher vraiment et d'être vraiment actrices de leur accouchement. Et souvent ces patientes, elles se voient déjà dans la réussite, elles ont déjà, elles n'ont pas du tout envisagé forcément la péridurale. Et elles se projettent déjà vraiment. C'est elles qui m'ont amenée en fait à la préparation sportive. Parce que quand il y a une patiente, on va voir, qui se prépare pour un trail ou qui se prépare pour une compétition ou quelque chose, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, elle est motivée par ça. Et donc du coup, ces patientes-là, vraiment, c'était similaire. Et puis j'ai la chance en ce moment d'accompagner une fille qui a fait beaucoup de compétitions de karaté, qui est montée en France. Et la chance, c'est que son conjoint, c'est son ancien coach. Et en fait, c'est vraiment ça. Ils sont en train de se préparer là entre coach et sportif, quoi, pour la naissance de leur deuxième. Et ça, c'est en ça où j'ai trouvé des choses similaires. Au début, mon objectif, c'était vraiment, quand je préparais mes patientes, c'était vraiment de se focaliser sur le temps de récupération entre contractions. C'est-à-dire que quand il y a une contraction qui arrive, elle est là, on peut difficilement leur dire « respirez, la contraction, détendez-vous », la contraction elle est là, elle est dure, elle est... Voilà. Par contre, ce que je voulais leur amener en hypnose, c'est d'optimiser ce temps entre les contractions, pour pouvoir avoir un temps de récupération complet, pour finalement pas trop anticiper la contraction suivante. Et puis moi, ce que je leur dis souvent, alors chamallow, c'est un mot qui me parle bien, je ne sais pas si ça va vous faire écho à vous, mais l'idée c'est qu'en récupération, on est chamallow, la contraction elle commence à monter, on est toujours un peu chamallow, mais là on est dans le dur. Mais vu qu'en hypnose on sait retourner chamallow rapidement, finalement la contraction elle est un peu plus courte et elles savent retourner un peu plus vite en chamallow. Donc au début, c'était ça. Donc souvent je le fais en 3 séances. Je faisais une première séance un peu de découverte parce que souvent elles n'ont pas fait d'hypnose. Une deuxième séance où du coup elles avaient déjà expérimenté, donc elles savaient s'y mettre un petit peu mieux. Et puis une troisième séance histoire de réentraîner. Dans les séances, je faisais une induction classique.
Et j'insistais surtout sur le relâchement du corps. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pour l'accouchement, on a besoin que le col de l'utérus soit ramolli. Parce que s'il est dur, le bébé il a beau appuyer dessus, ça ne va pas le dilater. Donc on va avoir besoin qu'il soit ramolli. On est bien d'accord que si le patient se relâche, il risque pas d'être très ramolli. Et donc l'idée c'est vraiment de leur amener le fait que leur corps soit relâché pour que le col soit ramolli pour qu'ils puissent se dilater. Donc j'étais partie en cherchant ça. Je fonctionnais aussi avec des transes fractionnées où je sortais de transe, je les ramenais dans la transe, etc. Et je leur faisais faire un ancrage, mais je leur faisais faire un ancrage quand elles sortaient de transe. En fait, je leur demandais quelle est la première petite sensation olfactive, kinesthésique et tout, ou quoi que ce soit, qui vous a permis de vous dire que vous étiez relâché. Alors, il y en a certaines qui me disent ah, bah, là, c'est mes épaules, j'ai senti lourd mes épaules. Il y en a d'autres qui m'ont dit des chaleurs, il y en a d'autres qui m'ont dit des fourmis dans les doigts et tout ça. Et du coup, je leur demandais de s'activer sur cette sensation-là, la première qui est apparue, pour pouvoir permettre finalement de faire un ancrage sur cette sensation qu'elles amenaient, pour pouvoir les aider à y aller plus vite. Ça va, ça? Donc ça, c'était mon idée de départ que je faisais. Donc avec les sportives, parce que du coup, les femmes enceintes, j'en ai, j'ai recruté, pour les GHB, du coup, j'ai recruté des sportifs. Et du coup, je m'étais dit, bah pareil, je vais aller sur la récupération. Voilà, ça c'était l'idée de base. Donc l'idée, c'était la même idée que de travail qu'avec les femmes enceintes. En fait, je ne tourne pas du tout en même temps. Voilà. Et du coup, de pouvoir leur permettre à ces sportifs, qui, quand ils sont dans le dur, quand ils sont dans le stress, de pouvoir se les ramener au corps finalement, et leur pouvoir permettre de faire descendre la pression et tout ça. Donc j'ai recruté Emma. Emma, c'est une fille qui fait du turnimaton en compétition. J'ai recruté Aurélie. Aurélie, elle fait la course à pied. Mais en fait, dans sa course, elle s'entraîne à la course à pied. Sa coach n'arrête pas de lui dire c'est bon, t'es prête, si tu veux faire une course, tu peux faire, mais elle n'arrive pas à passer le cap d'aller faire une course. J'ai recruté une cavalière qui a fait les championnats de France là. Et j'ai recruté une fille qui fait des trails. Que des nanas. Hein. J'ai essayé d'avoir des hommes, mais voilà. Sage-femme, ça m'a fait peur, je pense. ma première étiquette. Comment? Et donc du coup, qui fait des trails et c'est avec elle que j'ai le plus travaillé. Et en fait, elle avait 3 courses. Elle a fait Volvic en mai, elle a fait un raid en juin et elle a fait les Pyrénées là, fin août. 3800 mètres de dénivelé, 42 km, 12 heures, en trail quoi. Donc voilà. Et donc on a commencé à travailler. Et puis en fait, quand j'ai vu Emma, j'ai commencé par Emma. Quand j'ai vu Emma, je lui ai expliqué un peu comment on faisait. Et elle m'a dit non, mais moi je suis hyper stressée, en fait, je vomis le matin, du coup je suis tétanisée. Bah oui, justement, elle est dans le relâchement musculaire. Et puis je voyais bien qu'en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et du coup, on a travaillé sur la confiance. Je suis une adepte de la bulle. Alors la bulle, mon premier script de la bulle, je l'ai lu dans le script Tout terrain de Régine Lasser. Et en fait, Daniel, il a fait une bulle qui est juste énorme parce que dans cette bulle, il répare des choses et en plus, il répare, il énergise et il amène de la confiance. Et j'avais pas encore le script quand j'ai commencé avec Emma, donc du coup moi j'étais partie sur ma bulle alors que je fais pas le script maintenant, je mets des mots à elle, qu'elle m'a dit dans le script et tout ça. Je prends ce qu'il me donne, mais c'est la base. Et donc avec Emma on a commencé par une bulle classique. Puis la deuxième séance elle est venue,
Et puis je lui dis, enfin voilà, je lui ai demandé, je lui dis ce qu'on fait avec la compétition, comment ça s'est passé. Bah j'ai pas vomi, ok, super. Je vais refaire la bulle. Bon, ok, la bulle. Et là je savais réparer, énergiser et tout, donc voilà, j'y ai mis le paquet. Et en fait, la troisième séance avec Emma, et ils ont été qualifiés. Ils ont fait un meilleur score qu'ils avaient l'habitude de faire, enfin, avec son équipe et elle, à la compétition. Et surtout, Emma, elle m'a dit, Emma, elle a 14 ans, Emma m'a dit, et du coup, vous pensez que c'est normal que ça marche aussi avec mes devoirs? Ouais, prends très bien. Et j'ai eu un petit texto de sa maman qui m'a dit que voilà, maintenant elle allait en compétition, elle maîtrisait le truc, elle vomissait plus comme elle faisait avant, etc. Donc avec elle, j'ai pris la confiance. Avec Aurélie, Aurélie qui n'arrivait pas du tout à se lancer dans une course, et ben c'est pareil en fait. On a travaillé la confiance, on a travaillé le confort. Parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment se dire, d'anticipation, se dire, oh là là, mais j'ai une course et elle se rendait mal déjà 2 jours avant. Donc du coup, on a travaillé avec les symptômes et tout qu'elle avait. Moi, j'aime beaucoup le tapping, j'ai besoin de toucher les patients. Donc j'aime beaucoup le tapping comme ça. Ou alors, je mets toujours, enfin voilà, je leur demande, hein, je demande toujours la permission, mais un contact, enfin voilà, j'ai très très souvent un contact. Et donc Aurélie, on a travaillé comme ça. Et elle est allée faire sa course. Elle est allée faire sa course. Elle a fait un moins bon temps qu'elle pensait, mais elle s'en fiche parce qu'elle y est allée sans avoir la boule au ventre, sans tout ça. Avec Julie, la cavalière, pareil. Elle m'a demandé de travailler la confiance parce qu'en fait, le stress engendre le stress à son cheval qui engendre nanana. Donc du coup, on est parti sur un souvenir d'une réussite. On est parti, voilà, sur... j'ai fait un souvenir agréable, on est retourné dans la réussite qu'on a renforcée et tout ça. Et puis on a donné la confiance. Et puis Sophie, celle qui fait les trails. Sophie, on a commencé, enfin, j'ai commencé ce que je pensais faire. Donc du coup, on a commencé par les sensations, enfin vraiment du relâchement et vraiment de se dire, quand je suis dans le dur là, je me fais un petit ancrage. Alors, comme je vous ai expliqué, hein, l'ancrage c'est c'est sa sensation à elle, la première sensation. On a fait un petit ancrage pour pouvoir permettre que ça soit plus confortable. C'est ce qu'elle a fait, du coup elle s'est entraînée et tout, c'est ce qu'elle a fait pour Volvic. Et puis elle m'a dit, quand elle est revenue, elle m'a dit le problème, c'est qu'à la fin, quand je faisais mon ancrage, ça me focalisait sur ma douleur. Et du coup, ça faisait l'effet inverse. Donc là, je me suis dit, mince, c'est pas cool. Donc là, du coup, j'ai retravaillé sur la confiance. Et du coup, j'ai travaillé sur la bulle, pareil avec des transfractionnés, pour pouvoir permettre que... J'aime beaucoup travailler sur des transfractionnés pour ça, parce que, y compris pour les contractions, la contraction va la faire sortir de trans, elle retourne, elle ressort, elle retourne. Les sportifs, parfois c'est comme ça en fait, surtout quand c'est des trails longs, ils se mettent en transe, puis à un moment donné ils sortent un petit peu, et puis ils reviennent et tout. Donc l'idée c'était qu'elle puisse avoir les ressources nécessaires pour pouvoir se remettre en transe rapidement. Voilà mon travail avec les sportives. Avec mes patientes, j'ai eu Mélanie. Mélanie, elle est infirmière de bloc. Pour antécédent, c'était un deuxième bébé, elle a eu une césarienne pour le premier. Et surtout, elle a fait une fausse couche avec hémorragie. Et là, elle ne sait pas, son angoisse, c'était l'hémorragie. Donc j'ai voulu commencer à travailler sur ce que je pensais au début. Et en fait, elle était omnubilée par ça. Donc on a déjà commencé par travailler sur l'hémorragie en faisant des mouvements alternatifs. Et puis ensuite, une fois que ça c'était bon, en fait on a fait une séance de mouvements alternatifs et les images d'hémorragie étaient bonnes, donc du coup la peur avait descendu.
Là, on a pu travailler et j'ai vraiment renforcé la confiance en son corps. Parce que ce qu'elle avait peur, c'est que son corps ne soit pas capable, s'il y a une hémorragie, de faire face. Et du coup, est-ce que l'équipe soignante va être bien en face, etc. Donc là, on a vraiment travaillé la confiance sur son corps, le fait que son corps avait les capacités pour faire face à ça et tout, et que si jamais il y avait une hémorragie, elle pouvait gérer en fait ses émotions. Donc elle pouvait avoir confiance en elle pour pouvoir gérer les émotions. Donc, la confiance, ça revient tout le temps. Ensuite, j'ai préparé Aurélie. Aurélie, on a fait une préparation de couple. Et Aurélie, c'était une déterminée. Aurélie, c'était une déterminée sans péril. Alors, juste pour revenir sur Mélanie, du coup, on a travaillé vachement la bulle. Elle a adoré la bulle. À partir du moment où elles adorent la bulle, j'arrive à rien faire d'autre que la bulle, en fait, à chaque fois qu'elle vient. Elle me dit non, mais je veux ça. Non, mais on peut faire autre chose. Non, je veux ça. Ok. Donc Mélanie, on a fait la bulle et Mélanie, elle avait... alors en fait, elle aurait bien aimé une césarienne programmée, mais il voulait la faire accoucher par voie basse. Elle avait un placenta qui était un peu bas, et du coup, elle préférait, et voilà. Et donc ça, c'était un peu angoissant pour elle de ne pas savoir césarienne, accouchement par voie basse et tout. Donc on a fait la bulle. Et en fait, le retour de Mélanie, c'est qu'elle s'est mise dans sa bulle 15 jours avant son accouchement. Et elle est restée dans sa bulle les 15 jours avant l'accouchement. Et je lui avais fait plusieurs suggestions en disant mais Mélanie, vous pouvez rester dans votre bulle jusqu'à temps que votre bébé soit dans vos bras. Vous pouvez rester dans votre bulle jusqu'à temps que votre bébé soit dans votre bras. Et etc. Vous savez, on répète quoi. Et effectivement, elle m'a dit bon, j'ai perdu pied un petit moment, mais je me suis remise dans la bulle. Et puis c'est quand j'ai eu mon bébé dans les bras, après je me suis dit ah ça y est, c'est bon, on peut ressortir, ça y est, c'est fini. Donc voilà, elle s'était mise, elle, toute seule. Mais avec elle, j'avais rien pu faire d'autre. Je voulais faire plus. Voilà. Aurélie, donc du coup, Aurélie, elle était très déterminée, elle voulait accompagner son bébé et tout. Donc eux, je les ai coachés tous les deux. Et elle, on a vraiment travaillé sur le relâchement corporel, le relâchement du corps, la récupération entre les contractions et tout ça. On a fait une bulle aussi, et alors Aurélie, son mari m'a demandé des séances d'hypnose, parce qu'il n'était pas très bien. Et je lui ai fait une séance d'hypnose, je l'ai mis dans une bulle, et quand il est ressorti, il m'a dit mais en fait, la bulle, c'est pas du tout une image. Oui, peut-être, mais non, c'est un état d'être. Et là, lui m'a fait tilter en fait, sur beaucoup de choses. Et oui, effectivement. Et maintenant, j'hésite pas à leur dire, votre bulle, peut-être qu'elle est imagée et tout ça, mais ça peut être aussi un état d'être. Lui, il m'a aidé. Et donc, vu qu'il avait expérimenté lui aussi l'hypnose, eux deux, c'était cool. Je fais parfois des séances avec les papas, ceux qui veulent, pour leur faire expérimenter l'état d'hypnose pour qu'ils puissent finalement aider un peu plus le jour J. Et je m'en suis aperçue aussi avec Sophie, celle qui fait des trails. En fait, son mari faisait des trails, donc il sait se mettre. Enfin, moi, je pense que quand on fait des sports comme ça, on se met en transe, on sait faire. Voilà. Et donc son mari sait faire. Et du coup, il l'a vachement coaché et aidé, parce qu'il savait faire. Et elle le disait que ça l'avait beaucoup aidé. Donc voilà pour Aurélie. Aurélie, elle n'avait pas trop de casseroles en fait. Donc elle n'avait pas trop à réparer avant. Et Lucie, c'est un médecin de PMI qui réfléchit trop. J'ai bon sens. Elle a eu une première césarienne en urgence qu'elle n'a pas trop digérée. Donc on avait déjà lors de son deuxième accouchement, elle venait me voir pour le troisième. On avait déjà travaillé sur la réparation de la césarienne. Je l'avais réparée en lui faisant... oui, je l'avais réparée, en fait, les images étaient revenues et tout, et puis elle avait fait ça toute seule. Et donc ça, on avait déjà... Et en fait, le deuxième, elle a accouché hyper rapidement son péridurale, sans dire ouf, quoi, ouf, alors qu'elle n'avait pas du tout envisagé ça.
Et du coup, pour cette troisième grossesse, en fait, elle se dit, bon, vu comme mon deuxième a été rapide, celui-là, c'est possible que ça soit très rapide, ça je suis armée. Elle dit par contre, j'ai des angoisses de séparation avec son bébé parce qu'en fait la première pour la césarienne, elle n'a pas eu sa petite tout de suite. Et ça l'avait vraiment perturbée. Et là, elle avait très peur de LFIUS et la mort fétale in utero. Voilà, elle avait que ça en tête. Donc on a commencé déjà par travailler ça. Et avec elle, j'ai travaillé ça avec la séance de point neutre émotionnel de Jean-Paul Espinosa. Donc on a déjà travaillé ça, et après on est reparti dans la bulle, parce qu'elle avait re-confiance, et après elle m'a redemandé que la bulle tout le temps, elle aussi. Donc voilà. Et du coup je me suis aperçue que j'avais tout faux en fait. Que mes patientes, elles n'avaient pas besoin de récupération, de relâchement musculaire et tout ça. Que vraiment les besoins c'était la gestion du stress, des émotions, la gestion de l'anticipation et les ramener souvent dans l'instant présent parce qu'elles se projettent beaucoup, que ce soit sur l'accouchement ou la compétition, l'échec. Emma du turning elle me disait tout le temps mais en fait si je fais tomber mon bâton et tout ça, donc l'idée c'était de les ramener à l'instant présent là maintenant et que de toute façon le jour J. Alors pour un événement sportif c'est plus facile, mais pour l'accouchement de toute façon vous ne pourrez rien contrôler. Donc on reste là maintenant. Donc ça je l'ai pas mal fait quand même. Et un travail sur, voilà, sur les échecs ou sur les casseroles, les expériences passées, et du coup leur permettre de modifier les sensations et d'avoir des émotions réparatrices en fait. Pour pouvoir permettre ensuite de travailler vraiment sur là, maintenant, qu'est-ce qui se passe. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé donc similaire et qu'est-ce que ça m'a amené tout ça? C'est puiser dans les ressources, ça, en hypnose on le fait beaucoup, hein. Mais c'est surtout 4 piliers en fait qu'on retrouve. Le premier c'est la motivation. La motivation ça va être l'envie de se surpasser pour atteindre une grande satisfaction, un accouchement sans péridurale, de pouvoir avoir fini mon travail, ou de pouvoir avoir fait ma chorégraphie sans faute, ou mon parcours sans faute. Et donc du coup on a pour chacune, dans la bulle, on a aussi travaillé la motivation. Donc je les mettais dans leur bulle, et puis ensuite, après, on travaille la motivation. Ça c'est Yves Alphon qui m'avait donné ça, c'est-à-dire que chaque contraction vous amène un petit peu plus à votre bébé. Et en fait, elle se recadre. Ah oui, je suis là, mais je suis là pourquoi? Je suis là pour mon bébé, je suis là pour finir ma course. Et donc du coup, voilà, le travail sur la motivation, le travail sur les émotions, apprendre à gérer les émotions en toutes circonstances, quel que soit l'environnement. Et du coup, la bulle, ça aide beaucoup parce que Emma me le disait. Emma, elle me disait, oh, quand j'ai fait la compète là, en fait, je me suis mis dans la bulle et j'avais l'impression que personne me regardait autour, donc c'était plus facile. Pour l'accouchement, vous avez vu, Mélanie, elle s'est mise dans sa bulle 15 jours avant. Enfin voilà, pour pouvoir permettre finalement que l'extérieur n'ait pas d'impact à ce moment-là. J'ai travaillé avec une autre, je travaille, mon cabinet il est à 10 minutes d'un CHU. Ça veut dire que j'ai beaucoup de soignants. Et du coup, j'ai des demandes de patientes, infirmières, notamment infirmières d'urgence, infirmières de bloc, qui ont toujours peur de reprendre leur place de soignant quand elles sont en train d'accoucher. Et donc, j'en ai fait à plusieurs des bulles, et à chaque fois elles ont dit, ah bah, comme ça on était, en fait j'étais qu'avec mon bébé, avec mon conjoint. Et bien souvent aussi ça leur permet de se reconnecter avec leur bébé, se reconnecter avec leur conjoint. Et pas être à l'extérieur, se reconnecter avec Sophie là qui fait des trails, elle me disait, en fait le premier Volvic, j'étais dans le... Elle était dans le mur, quoi. Il fallait qu'elle réussisse, machin, parce que c'était le premier.
Et du coup, elle n'était pas du tout là-dedans. Et on n'avait fait qu'une séance d'hypnose. Et du coup, basée sur ce que moi je pensais de base, à la base. Et là, pour les Pyrénées, elle m'a dit, je me suis dans ma bulle, mais en fait, j'étais avec la nature, j'ai profité de l'extérieur, j'ai profité de tout ça. Et elle était dans le... Elle a dit, mon mental a été vraiment super. Je pensais pas avoir un mental comme ça. Mais elle m'a dit, en plus, j'ai pu profiter du reste. Parce qu'elle se permettait ça, en fait. Donc voilà, les émotions, la concentration, hein, souvent, bah oui, il faut se focaliser sur l'attention et puis sur l'objectif, sur la motivation. C'est ce que je vous disais, chaque contraction vous amène un peu plus à votre bébé. Les sportifs, souvent, ils visualisent leur objectif, ils visualisent leur parcours et tout ça. Et puis la satisfaction de l'avoir fait, de l'avoir réussi, et puis même si je ne suis pas arrivée le premier, et ben, j'ai fini. Je leur fais beaucoup travailler le fait que... enfin, beaucoup travailler. J'aime pas les faire visualiser dans une réussite. J'ai besoin de leur amener tous les scénarios possibles. Elle va tomber pendant sa course, elle va peut-être abandonner avant, enfin voilà. J'aime pas les amener que dans la réussite. J'aime bien qu'on fasse tout. Comme l'accouchement, il peut y avoir une césarienne d'urgence, il peut y avoir des forceps et tout ça. Mais tout en sachant que quand elles sont déterminées, par exemple comme Aurélie, elle sait qu'il y a ça, elle entend qu'il y a ça, mais elle visualise quand même sa réussite. Et puis bah là, du coup, la confiance. La confiance, c'est croire en ses aptitudes, croire en ses capacités. Et ça, c'est ce qu'on renforce aussi avec le script de la bulle et tout ça. Les femmes enceintes, on leur met beaucoup ce que Lucie Gomez, c'est une illustratrice qui a fait une BD sur l'accouchement et tout ça. On médicalise pas mal l'accouchement et du coup, souvent, elle voit la patho plus que la physio. Et l'idée, c'est de leur mettre en confiance en disant que de tout temps, les femmes, elles ont accouché et puis encore, il est capable d'accoucher. Que parfois, effectivement, il y a besoin de médicalisation, il y a des pathologies et tout ça, mais que tant qu'on leur met les faux verres, elles peuvent se mettre les lunettes de la confiance en leur corps et la confiance en la physiologie. Ça va ça? Et donc du coup, voilà, j'ai travaillé vraiment la motivation, la confiance et puis quand même la récupération, le relâchement et tout ça pour qu'elle reste bien. Donc voilà, renforcer la motivation, renforcer les aptitudes, les capacités de son corps. Et ce que je trouve vraiment important, que ce soit pour les femmes enceintes ou pour les sportifs, c'est d'expliquer les différentes étapes. D'expliquer Emma qui fait du turning, elle connaît par cœur sa chorégraphie. Julie, la cavalière, elle connaît son parcours. Sophie, qui fait des trails, elle avait regardé le dénivelé, elle avait regardé où étaient les points de... Voilà, elles connaissent en fait leur parcours, elles connaissent les scénarios. Et bien les femmes enceintes, c'est pareil. Il y a la partie hypnose, mais il y a aussi la partie où on leur explique vraiment chaque étape, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure. Et ça, je pense que ça ne peut pas être soit l'un, soit l'autre. Elles ont besoin d'un plan d'entraînement, elles ont besoin de pouvoir se projeter aussi dans qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va avoir. Et notamment, je crois que j'en parle après, mais notamment, elle est peu connue. Oui. Ça, c'est pour les multi-parts. Et ben pour les multi aussi, hein. Parce que souvent, le cerveau, il est bien fait, il occulte des trucs. Hein. Et puis du coup, elles reviennent et elles savent plus trop. Hein. Elles savent plus trop, et en plus, chaque accouchement est différent. Lucie, césarienne au premier, et puis là, elle arrive, l'accouchement, en fait, elle arrive, elle accouche quoi. Donc du coup, on revoit les scénarios, on remet en tête. Donc pas forcément.
Donc voilà, se préparer, être informé, c'est ce que je vous disais, ils connaissent les chorégraphies et tout ça. Et puis ben, ils ont besoin souvent de s'entourer d'une équipe en fait. Parce que ça soit les coureurs ou pas, on les voit bien, ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'être à côté, enfin voilà, ils ont besoin de leur coach qui disent allez on y va, ou tu es presque arrivé, ou tout ça. Donc souvent le fait qu'ils soient entourés, supportés par la famille et tout, c'est des choses qui peuvent les aider. Pour les femmes enceintes, à un moment donné, il y a la phase de désespérance. La phase de désespérance, c'est quand elles arrivent à 7-8 cm. Où je vais me péridurale, je vais mourir, je vais me péridurale, je vais mourir. Voilà, généralement on sait qu'elles sont à ce stade-là. Et du coup, quand elles sont à ce stade-là, elles sont dissociées. Complètement. Mais elles n'arrivent pas à revenir dans notre bulle et tout ça parce qu'elles sont tellement dans leur truc là qu'elles n'arrivent pas à revenir. Et donc là, souvent, j'insiste avec les papas en leur disant c'est à vous de reprendre le mental. Parce que là, elle est dans le corps et vous, vous êtes dans le mental. C'est comme le coach au bord de la piste. Hein. Il a pas mal au muscle, le coach, en fait. Hein. Il est au bord et c'est le coureur qui a mal au muscle. Par contre, il est là pour dire allez, on y va. Et souvent, elles m'ont dit, quand on a fait les exercices en hypnose, qu'elles voyaient l'entourage et aussi les supporter, être là. Souvent, elles m'ont dit aussi que dans leur bulle, elles étaient accompagnées par leur conjoint, accompagnées par leur coach. Enfin, des fois, il y avait du monde avec elles. Quand je les prépare à l'accouchement, clairement, les équipes soignantes, c'est du confort la péridurale pour nous. On n'a pas le temps. Elles n'ont plus le temps, les filles en hospitalière, de faire ça, d'accompagner et tout ça. Et bien souvent, ils sont laissés dans des chambres que tous les deux. Et si le papa il perd pied, elle ne peut pas avoir si à un moment donné elle se dissocie, on ne peut plus avoir le mental. Et les sages-femmes, vu qu'elles n'ont pas le temps, du coup on passe en salle, on pose une péridurale et tout ça. Donc l'idée c'est vraiment être entouré. J'aime bien prendre l'exemple d'Aurélie et son conjoint à qui j'ai fait la bulle et qui m'a dit c'est un état d'être et tout ça. Eux donc du coup pris une part. Ils ont été dans leur truc, ils savaient les différentes phases. Elle arrive à la phase de désespérance. Lui, ça faisait 10 heures que ça avançait. Ça commençait à être un petit peu long, il était aussi un petit peu crevé. Et donc là, forcément, désespérant, je veux ma péridurale, j'y arriverai jamais, nanana. Et lui, il s'est dit, ah ouais, trop content, avec la péridurale, parce que là, j'en peux plus. Et là, lui, il s'est recadré. Il m'a dit, je me suis remis aussi dans ma bulle. Et en fait, il a dit, mais non, sur l'objectif, il est revenu à l'objectif. Et non, son objectif, c'est d'accoucher sans péridurale et d'accompagner son bébé. Donc du coup, il l'a repris, il l'a recadré. Et je trouve que quand il m'a dit ça, je trouve que c'est aussi ce qu'on peut faire en hypnose, le recadrage des patients et tout ça. Donc il a repris, il l'a recadré, il a dit non, ton objectif c'est d'accoucher sans péridurale, d'accord? Là, on le sait avec qu'il y avait cette étape-là, que tu es en phase de désespérance, donc on y va, et puis tu vas pousser, et puis tu vas y arriver, et puis ça va aller. Elle a couché une demi-heure après. Donc, c'est pour vous montrer toute l'importance. Il y a effectivement l'importance du travail en hypnose et tout, parce que comme ça, ils savent se mettre dans leur bulle, ils savent avoir confiance, ils savent tout ça et ils avancent plus. Mais il y a aussi l'équipe, le monde qu'il y a autour, donc que ce soit la sage-femme, le conjoint, le coach. Là, quand Sophie elle me disait, mon mari, il sait ce que c'est, donc du coup, forcément, il l'accompagne encore plus. Ça va ça? Du coup, ça c'était pour vous mettre un petit peu certaines notions. Il y a la phase de latence du coup de l'accouchement, la mise en route un peu, le processus de la naissance. Il y a la phase active avec la dilatation, l'effacement du col. Ça c'est important. L'effacement du col, elles ne savent pas en fait que leur col a besoin d'être ramolli. Elles ne savent pas que leur col a besoin d'être ramolli, donc si on leur explique pas en plus, elles ne peuvent pas savoir. Donc forcément, elles voient l'importance de se relâcher et d'avoir cette récupération plutôt que de rester crispée. Voilà, la naissance, la rencontre avec le bébé et la sortie. Et du coup, vous
savez qu'en hypnose, l'importance des mots, enfin, des fois les mots peuvent avoir une importance. Donc quand j'ai accompagné ces femmes enceintes ou quand j'ai accompagné les sportifs, j'ai fait attention aux mots que j'utilisais aussi. Et souvent, à coucher, on parle plus d'une expérience puissante de la vie, un événement intense, voilà, un voyage, plutôt qu'un accouchement. Quand on a parlé des trails, quand on a parlé, voilà, on a parlé plus d'une expérience à vivre, de choses comme ça, plutôt que de se dire ça va être un événement sportif, ça va être hyper dur, ça va être douloureux, etc. Et puis finalement, quand elles sont dans la bulle ou quand elles sont en transe, eh ben, elles me disaient voyage. Donc, on peut travailler sur ce voyage intérieur où la femme finalement utilise toutes ses ressources. Utilise toutes ses ressources avec l'utérus qui sécrète de l'ocytocine, les endorphines, la femme sauvage, le cerveau archaïque qui leur permet finalement de déconnecter du néocortex et de se mettre encore plus dans leur bulle pour pouvoir permettre d'avoir confiance. Et donc ça, l'expérience, c'est aussi par rapport à l'événement sportif, c'est toujours un travail exceptionnel, enfin voilà, un événement un peu plus exceptionnel avec son corps, avec les capacités de son corps. Et en disant ça, en faisant ça, et ben vous les remettez dans leur sensation corporelle, ce qu'on fait en hypnose. Là, je vais vous parler un petit peu plus de la préparation à l'accouchement et moins des sports. C'est quand même ce que je fais. Et donc l'idée, c'est toujours de faciliter, d'accélérer l'accouchement. Le besoin d'optimiser les contractions. Avec l'hypnose, voilà, c'est tout ça que je leur donne comme piste. C'est-à-dire que, effectivement, on le sait bien qu'avec les positions, rester sur le dos, ça va pas favoriser l'accouchement. Alors qu'avec la gravité, quand on est debout, quand on est en hyper ouverture du bassin, le bébé va pouvoir descendre, va pouvoir appuyer sur le col. Si le col est suffisamment relâché, va pouvoir le dilater, etc. Par rapport à ce col qui a besoin d'être mou, on dit souvent bouche molle, col mou. D'accord? Je reviens sur la vie comme ça, je suis un peu crispée et du coup ça va pas fonctionner. Alors que si c'est mou, ben voilà. Et effectivement j'ai vu des articles là qui faisaient la corrélation avec les sportifs. Que si ils restaient comme ça, hein, ben, les muscles pouvaient s'ététaniser beaucoup plus vite et que ça fonctionnait moins bien. Donc voilà, ça parle beaucoup de la bouche. Pour l'accouchement, c'est aussi favoriser l'environnement. On a dit qu'à un moment donné, c'est possible que la patiente elle perde pied et qu'elle soit plus, qu'elle ressorte de sa bulle. Donc tout ce qui va favoriser l'environnement va pouvoir permettre de la remettre dans sa bulle. Je leur donne souvent l'exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait des soins du visage ou des soins du corps ou quoi, on ne vous met pas du hardcore avec des spots quoi. D'accord? On va plutôt favoriser une lumière tamisée, une musique douce ou des choses comme ça. Et toujours pareil, je leur dis, à ce moment-là, vous ne serez plus dans votre tête, mais vous serez dans votre corps. Donc qu'est-ce que votre corps va avoir besoin à ce moment-là pour pouvoir permettre de se relâcher? Et c'est un peu comme si vous accompagniez votre utérus. En fait, le reste de votre corps est relâché et qu'il n'y a que votre utérus qui contracte. Et en faisant ça, je les dissocie un peu. Il y a votre utérus d'un côté qui contracte et qui fait le job pour arriver un petit peu plus à votre bébé. On remet un petit coup d'objectif. Et à côté de ça, vous avez votre corps, lui, qui est relâché,
mou, qui du coup peut se faire aider par le conjoint, qui fait des petits massages, ou l'eau chaude. On sait bien que quand on se met dans un jacuzzi, nos muscles, on n'a pas besoin de leur dire de se relâcher, ils se relâchent tout seuls. Donc pallier à ne pas avoir froid. Ça va être les bercements sur un ballon, ou les bercements, on voit souvent en fait les femmes qui se mettent comme ça, et puis les conjoints qui les bercent, parce que les bercements, ça stimule le système parasympathique, qui fait sécréter des endorphines, et les endorphines vont pouvoir pallier au relâchement. La respiration, parce que la respiration c'est pareil, ça leur permet de faire sécréter des endorphines, d'aller dans le système parasympathique qui va les relâcher, etc. Donc il y a aussi tout l'environnement qui va favoriser à ce qu'elles se mettent en hypnose. Et forcément, quand vous voyez les patientes en salle d'accouchement, où on vient toutes les 5 minutes, du coup on est à combien, on allume la lumière, allez un toucher vaginal, mettez-vous sur le dos et hop on regarde, et puis les bruits du monitoring, et puis les bruits de machin, ça va moins pouvoir les aider à se mettre en hypnose. Et du coup, plus on va travailler ça, et je leur dis de faire l'auto-hypnose. Je leur dis voilà, ok, on a fait la bulle, vous avez un outil où vous savez quelle sensation vous permet d'aller plus dans le relâchement et tout ça. Maintenant, il va falloir travailler, parce que le jour J, il y aura des choses extérieures qui vont venir. Il va falloir du coup se remettre dedans. Donc on leur explique tout ça pour pouvoir permettre qu'elles optimisent en fait tout ça. Voilà, puis ça je vous l'ai dit, les transfractionnés pour pouvoir permettre vraiment qu'on se remette dans la réalité du jour J avec contraction, pas contraction, contraction, pas contraction, contraction, pas contraction. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Bon, au niveau de l'environnement, par rapport à mon contexte urgentiste, en fait, l'environnement c'est un peu compliqué. Alors même si elles ont eu un travail, elles nous disent, des fois j'ai fait des tous, mais je peux pas, machin. Enfin bon, elles sont complètement dissociées, elles sont plus du tout là. Comment je fais? Et ben, parce qu'on essaye de choper un peu tout à gauche, après je sais pas. Après moi c'est l'expérience, c'est du bon sens, mais j'associe pas forcément à des techniques d'hypnose. Mais qu'est-ce que je pourrais faire dans ces cas-là sur ces femmes qui sont préparées et celles qui ne sont pas préparées? Voilà. Mais celles qui me disent j'ai fait, mais je peux faire, mais elles sont plus là, on est dans la période où ça n'entend rien, où carrément, voilà, elles sont plus. Votre présence? Votre présence, ça peut être le toucher, parce que du coup ça les remet au corps, ça au niveau kinesthésique. La focalisation sur la respiration. Ça c'est chaud. Ça c'est parfois chaud. Non, c'est chaud. Ouais. Ça je suis d'accord. Elles se dormaient. Et là c'est vrai. Et ben des fois comme ce papa, des fois il faut cadrer un peu fort. Oui, bah c'est ça. Mais après, du coup, voilà, c'est toujours l'interrogation. En tout cas, moi j'ai l'interrogation, je me dis, il y a peut-être ce. En hypnose, je suis peut-être pas obligée à chaque fois de. Voilà, il y a des moments, ces moments-là, oui, il faut y aller plus fort, mais je me dis, est-ce qu'il y a autre chose? Quand elles sont trop parties, vous avez besoin à un moment donné de les recadrer fort des fois. Et une fois qu'elles sont recadrées, là, vous pourrez plus facilement faire les choses. Et ça peut être, non mais vous me regardez en fait, et vous arrêtez jamais de me regarder, d'accord? Vous regardez et vous suivez ma respiration. Ça peut être ça. Ça peut être, alors moi j'aime bien le tapping, et des fois je leur fais ça. Ah mais ça m'agace votre truc, ouais, je sais, continuez, allez-y, continuez. Ah mais vraiment ça m'agace, c'est pas grave. Et du coup elles vont finir par se focaliser là-dessus. Des fois ça marche bien. Je l'ai utilisé beaucoup pour les hémorragies de la délivrance et tout. Et en fait, elle me disait à la fin, j'ai fini par penser qu'à votre truc là. Et le balancement, c'est une question. Le balancement, oui. Le balancement, elles n'aiment pas tout le temps. Non? Ouais, mais le balancement, oui. Parce que ça permet de les remettre dans l'endorphine. Parce que souvent, elles bougent. Dans ces situations, ça bouge. Et donc, je suis anesthésiste, quand je les vois qui gesticulent pendant la contraction en permanence, je dis bon, vous avez bougé, c'est bien. Alors, bien sûr, nous, la consigne, c'est pas bouger. Non, restez immobile. Restez immobile. Donc,
Donc je dis, bon, alors on va faire autrement. La prochaine passion, balancez-vous toute seule. Ouais. Et après, ils me disent, c'est mieux, oui. Bon, alors continue, je m'en arrange. Mais enfin, j'utilise ce qu'elle présente. Ouais, c'est ça. Là, mais c'est ça. Je me souviens d'une passion qui avait raconté une expérience où en fait ils avaient été le chercher parce que c'était une femme assez obèse. Il fallait lui poser une péridurale et en fait elle était complètement hystérique et tout. Et Yves raconte qu'il est arrivé dans la pièce, puis il est resté loin de la table, il l'a observé. Il a attendu, alors tout le monde le regardait, ce qu'il est en train de faire. Et il a attendu et effectivement il a vu que la femme se balançait. Donc il est allé l'entourer, la prendre dans ses bras et la balancer. Il l'a enveloppé. Il l'a enveloppé en plus. Ouais. Et il l'a balancée et elle s'est calmée comme ça. Donc n'hésitez pas à observer encore plus, voir peut-être qu'elle va vous donner quelque chose. Et puis sinon n'hésitez pas à, voilà, à cadrer, à être kinesthésique. Parce qu'effectivement, des fois, la respi, on nous envoie bien un bébé avec une respi, là, bon, vous le saoulez, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y a des fois, moi je me suis vue, j'étais étudiante, on a fait passer une nuit de taré. Il y en avait partout, et là, une femme qui arrive, et deuxième bébé, et puis ben, elle était complète, elle est accouchée, sauf qu'elle n'avait jamais envisagé sans péridurale. Mais pas du tout. Donc elle est arrivée, on bat le combat, l'anesthésiste qui essayait de lui faire quelque chose, c'était pas possible, on l'a scotché à la table. Moi qui étais entre ses jambes, le bidon, tout j'entendais, la sage-femme qui essayait de la scotcher à la table et tout machin, enfin, l'orgie. Et puis la tête de bébé était là, sauf qu'elle a serré. Donc là il commençait à avoir une couleur pas très beau. Donc là je sais pas. La seule façon que j'ai eue, c'est que je lui ai mis une espèce de grosse claque sur les fesses. Voilà, je ne savais pas quoi faire d'autre et pouf, elle s'est posée en fait. Parce qu'elle a été surprise. C'est la sidération. Et on a réussi à la recadrer que comme ça. C'est vraiment bien l'instant présent là. Ah bah là, elle a pris l'instant présent, mais oui. Je savais pas. Oui. Je peux vous donner un truc très Ah simple. bah oui, bien sûr. Dans ces cas d'agitation, il faut accepter, vous y allez, vous dites bonjour, je me présente, je suis la sage-femme, répétez après moi, mais répétez après moi, ne vous trompez pas. 1, 8, 9, 5, 15, 12, 13, répétez après moi, 1, 8, 9, 18, 20, 50, 31, répétez après moi, dites-le. Répétez après moi, et maintenant continuez à répéter en silence. Installez-vous, apaisez-vous, calmez. C'est magique. J'ai un copain au centre de vaccination. Il a dit les attaques de panique, maintenant, je leur fais ça, et entre-temps, l'infirmière pique. Et après, les gens disent on commence quand. Enfin, pour moi, ça veut. C'est un petit au niveau des urgences. Alors, j'ai pas trouvé ça dans un bouquin d'hypnose, vous savez où j'ai trouvé ça? En regardant le mentaliste à la télé. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Pardon. Ah bah non. Non, mais je voulais pas Non, mais il y a plein de trucs là dans ce tout petit moment, parce qu'en fait, il parle très fort au départ, il parle très vite, donc il se met dans le rythme du patient, et puis après il ralentit tout, le rythme, le ton de la voix et son mouvement, parce qu'il tient la main et en même temps il ralentit le mouvement. C'est une induction. Presque non-verbale. Non, pardon, je voulais pas. Non, mais c'est très bien. Ouais. Donc la claque, ça marche, mais il ne faut pas se faire. Voilà, ça. Et l'anesthésiste est venu me voir après et il me dit merci. J'avais plus là. Oui, je ne suis pas sûre qu'elle va me dire merci, madame, mais au moins, c'est là, quand vous voyez la tête de bébé commencer à devenir bleue, il faut faire quelque chose. Ouais, mais des fois c'est complètement. Ah, c'est complètement ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'il faut.
on fait un accouchement et la dame, elle a les qu'à la selle tout le long de l'accouchement. Hein. Et on s'est dit, elle nous entendait pas, on a fait que ça, elle poussait, elle fait la selle. Le bébé qui est arrivé, il disait, ouais, on n'a plus un meilleur cadeau, mais c'était carrément à l'envers, quoi. Hein. Bon, l'objectif, c'est qu'ils sortent quand même, ce bébé. Oui. C'est sûr. Et puis une fois effectivement qu'ils sont plus calmes, là on va faire quelque chose. Et surtout la suggestion relativement post-hypnotique, c'est de continuer à décompter en silence. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Il continue à décompter. Après, C'est bon. Donc du coup, voilà, les conditions optimales pour pouvoir permettre en fait qu'elle puisse, que la physiologie puisse se faire au maximum. Donc la sécrétion d'ocytocine, parce que plus il va y avoir de sécrétion d'ocytocine de manière optimale, plus les contractions vont être efficaces et moins de temps ça va durer. Donc souvent je leur dis voilà, de pouvoir boire, de manger des petites choses comme les sportifs, hein. Sucre lent, sucre rapide pour tenir, pas avoir froid, l'intimité, le mouvement, la sécurité affective. La sécurité, elles ont besoin de se sentir... ils ont besoin de se sentir en sécurité et je m'aperçois aussi que Sophie, dans son travail, elle me disait qu'elle était contente de voir qu'il y avait des points relais avec des gens qui les suivaient, que c'était rassurant. Ils ont besoin aussi dans ces moments-là de se sentir hyper sécurisés. Donc voilà, souvent l'accouchement c'est quand même un état de conscience modifié un peu particulier qui nous transporte dans un autre monde avec un objectif. La bulle, je vous en ai parlé, la bulle elle va pouvoir aussi permettre de se ramener au corps, donc comme je disais, et puis de mettre un peu le néocortex en veille. Si j'ai nécessité. S'aimer et se sentir accompagné. Bien souvent, les patientes qui n'ont pas d'accompagnement ou quoi, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. C'est difficile d'aller jusqu'au bout sans péri, c'est difficile de... Et justement, et du coup, qu'est-ce que tu proposes dans ces cas-là? Quand elles sont toutes seules? Ouais, ça arrive de plus en enfin. Le cas là, j'ai été confronté à ça et du coup c'est vrai que aucun des ancrages n'avait fonctionné, elle était passée en tranche négative, forcément dissociée, je trouve impossible pour elle de trouver quelque chose, de se rattacher à quelque chose. Et qu'est-ce que tu proposes dans ces cas-là? Toi, tu peux être le tiers sécure. Non mais t'as fait la préparation avant. Ah oui, t'as fait la préparation avant et puis elle est dans l'instant et ben voilà. Même si tu as essayé de faire un truc, dès que tu passes à la porte de machin, tu seras dans ta bulle, tu seras dans ton lieu sécure. Il y a un moment, quand ça décroche, parce que ça décroche, et qu'est-ce que tu fais? Tu peux les remettre dans des sensations corporelles, tu peux leur... même si elles sont en transe négative, tu les remets dans le... Ok d'accord, mais ça fait quoi là? Vous avez mal comment Non mais quand elle est toute seule du coup. Quand elle est toute seule? Elle est toute seule. C'est chaud, hein. Il n'y a que le personnel soignant, et voilà, c'est ça le truc. Et ben, il faut que le personnel soignant va être quand il a le temps. Une personne. Les élèves, c'est pas forcément fort. Mais sinon, c'est difficile, hein. Ou alors, il ne faut pas hésiter à leur dire que je suis là pour vous accompagner et tout. Je vous aide en toute sécurité, je vais revenir vous voir. La rassurer pour dire voilà, on est là. Je vais devoir m'absenter, alors donner un laps de temps, on maintient, hein, parce que des fois on dit je reviens dans 5 minutes et puis on revient une heure après, c'est chaud pour elles, mais pouvoir les rassurer, leur permettre de dire, même si tu n'es pas tout le temps là, que tu peux être présent pour elles quand même. Et du coup tu fais des enregistrements sinon, dans ces cas-là aussi? Non. Au moment du travail, du début du travail, vous avez des problèmes pour toi, enfin... J'aime pas faire les enregistrements parce que j'aime bien qu'elles soient en autonomie. J'aime bien qu'elles soient en autonomie et bien souvent elles me disent, je leur dis de s'en entraîner avant, de se mettre en autonomie parce que j'essaie de leur apprendre que ça vient d'elles en fait, que ça vient de
Et que ça soit pas forcément parce qu'il y a ma voix, parce qu'il y a ma présence qu'elles peuvent y arriver, qu'elles sont capables de y arriver, parce que c'est leur ressource à elles. Alors justement, ou une musique, hein, peu importe. Ou une musique, voilà, c'est ça, je leur dis, l'idée c'est l'environnement. Une musique, il y en a qui arrivent avec leur doudou, hein. Même si elles ont 30 ans, machin et tout, elles arrivent avec leur doudou. Leur doudou, il a une odeur particulière, rassurante. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous rassurer? Je leur demande de penser à ça avant. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous rassurer? Et je leur dis, vous allez perdre pied. Hein. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous rassurer au moment où vous allez perdre pied? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est, je sais pas moi, kinesthésique? Est-ce que c'est du chaud? Est-ce que c'est du froid? Mais d'avoir un truc... Parce que moi j'ai un souci de focalisation interne, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de penser à quelque chose d'interne alors qu'ils sont plus du tout là. Je me suis dit, en transe négative, ils vont pas penser à se refocaliser en interne sur une sensation un objet, un doudou, une musique, une présence. Ouais. Je suis pas sûre, effectivement, comme tu dis, quand elles sont en transe négative, qu'elles sont capables de trouver quelque chose. Donc si elles ont un truc extérieur qui finalement leur aura permis de mettre en lien avec l'état d'apaisement, peut-être que ça sera plus facile. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Ils sont préparés. Oui. Ah, ils sont préparés, ils ont déjà vécu une séance d'hypnose. Ah oui, plusieurs. Ouais. Bon, alors effectivement, réinduire une auto-hypnose avec l'interrupteur comme j'aime bien, etc., dans ce moment-là, c'est pas possible. Non. Mais comme tu parlais de tapis, pendant une belle transe, parce qu'on utilise ça dans les maisons de retraite souvent, où les gens sont un peu à l'aise, quand ils ont vécu une transe, même si je ne suis pas très fan, mais de l'ancrer, trois coups, voilà. À chaque fois que vous sentirez ça, vous y serez. Oui, mais ça suggère qu'il y a quelqu'un avec. Qui est préparé. Qui est préparé. Et en leur disant, alors, transfractionner, la deuxième fois tu le fais toi, et la troisième fois tu leur dis, maintenant vous le faites vous. Ouais. Ça, à la limite, même quand elles sont complètement à l'est, elles ont encore ce geste à faire, et ils repartent en transe. Enfin, dans les maisons de retraite où j'ai donné des cours, ça marche. Après, je ne suis pas en salle d'acte, moi. Et peut-être, lors de l'envie, quel moyen d'ancrage je souhaite? Ça peut être de la musique, ça peut être le piano. C'est pour ça que je leur demande. Et après, donc, c'est ça. Ça, Voilà, ouais. Ça c'est Ouais. clair, net. Précis. Mais surtout, ça sent même pas. Ou alors, alors ça, ou leur faire ici, parce que souvent, moi je trouve que quand on leur fait faire ici, en plus, elles vont regarder leur respiration. Sur la respiration, ouais. Ouais. Et tu peux leur dire, tu les rassures dans le fait que tu es là même si tu n'es pas là, parce qu'elles sont personne d'autre. Et en même temps, je vous propose qu'on va faire ça, d'accord? Vous faites ça. Et vous ne vous arrêtez jamais tant que je ne suis pas revenue. D'accord? Vous le faites, toujours, sans vous arrêter tant que je ne suis pas revenue. D'accord? Peut-être? Maintenant, je pense à un truc, ça n'a rien à voir, Ouais. mais il faut que tu me rappelles au mois de novembre, Oui. dans la douleur, que je vous montre comment faire une péridurale psychogène. Péridurale psychogène. C'est magique. D'accord. Facile. Tu me rappelleras, tu me rappelleras Ouais. dans la douleur aiguë. Péridurale psychogène. Mais je trouve que dans la douleur aiguë, j'attends avec impatience souvent, mais je trouve que dans la douleur aiguë, des fois, on est désarmé, même si on a plein de trucs en hypnose, même si on a plein... C'est parfois difficile, ouais, Puis elles ont mal. Alors, je suis partisan de ne pas leur cacher. De ne pas leur cacher les choses. C'est-à-dire que, oui, on sait que ça fait mal. Ouais, on le sait.
Mais là, vous êtes là, et de toute façon, tant que votre bébé ne sera pas là, on ne va pas pouvoir arrêter la douleur, tant qu'on n'a pas posé une péridurale ou quoi. Donc oui, vous allez avoir mal. Là, présentement, là, maintenant, sur l'instant présent, je ne peux rien faire d'autre que vous dire que je suis là avec vous et de vous rassurer. C'est tout ce que je peux faire, ok? Donc là, après, vous avez plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous continuez et tout à être comme ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit très confortable pour vous. Ou soit, on vous permet, là, je vous permets de vous sécuriser, de vous rassurer et de faire autrement. Des fois, il ne faut pas hésiter à leur dire, hein. Bah non, là j'ai rien, je ne peux rien vous proposer, j'ai rien. J'ai rien. Ça va évoluer, on va aller là, mais là, présentement, là. On va s'amuser en novembre. Fais ton visio, je pourrais pas être là. Et ça, vraiment, ouais. Mais dans les lieux, c'est chaud. Hein. Ouais. Donc ouais, des trucs comme ça, des objets, je sais pas, des... Moi, dans les lieux, je pars du principe qu'ils sont en transe négative. Ah oui. Et qu'il faut un choc aussi important qu'ils sont en transe négative, quoi, que la douleur est intense. Donc, pour les faire sortir de cette transe négative, revenir un peu à un point neutre, si j'ose dire, et après, nous, aller faire une induction derrière, positive, pour revenir en transe. Ou les rassurer comme Yves il avait fait, en les enveloppant, oui, voilà. et tout ça. Parce que des fois, on peut aller dans le recadrage assez fort, et en fait, finalement, elles ont juste besoin de se sentir enveloppées et de se sentir rassurées. Il faut capter le truc, quoi. Ouais, ouais. Et des fois, tu vas essayer, hein. Tu vas recadrer fort et ça marche pas, et du coup, tu vas dire, bon, bah non, je vais plutôt aller comme ça, et ouais, on tâtonne, hein, toujours. Hein. Ça, c'est sûr. Jusqu'à temps de trouver son truc à elle. Est-ce que vous vous amusez à les faire crier plus fort que ce qu'elles crient? Non, mais on a une population africaine un peu au CHU et des fois je chantais avec elle. Un peu plus fort. Wana, Wana, c'est tout le temps comme ça là. Et donc du coup je chantais un peu plus fort avec elle et regardez, quand elles sont en perdition, elles crient fort souvent. Ouais. Ça m'est arrivé une fois de dire non mais crions encore plus fort, oui. Encore plus fort. Et puis à ça, un moment... ouais, c'est ça. Ça je l'ai pas fait avec les femmes enceintes, mais je l'ai fait avec mes filles. Avec les enfants, ouais, ça m'arrive comme ça, même un peu Je plus souvent. J'ai dit, mais là, on t'entend pas assez là. Regarde là, Cédric le voisin là-bas, il t'entend pas là. Et en fait, je m'aperçois ce qui les recadre aussi, quand elles sont en transe négative ou comme ça, et je le dis souvent au papa, et ben, c'est qu'elles ont une motivation, et que la motivation, elle est quand même énorme. Et bien souvent, de leur dire, oui on sait, vous allez avoir mal et tout, mais regardez le Graal ultime que vous allez avoir, quoi. Vous allez bientôt pouvoir sentir votre bébé, le prendre dans les bras, l'entendre crier, vous allez pouvoir le caresser, et je les remets dans le bac-log, hein. Vous allez pouvoir le toucher et tout ça, et bien souvent ça nous remet les cœurs et ça nous calme. Enfin, moi je trouve avec cette expérience-là que m'a permis de faire les GHB, je trouve vraiment que les trois choses, enfin les piliers, c'est la motivation, la confiance. On doit les remettre en confiance dans leur corps, en confiance, on leur parle tellement de pathologies, on leur fait faire des bilans sanguins qui sont parfois anxiogènes et tout ça. Du coup, elles ont un niveau d'anxiété, voilà, et puis je sais, hein, je ne prends pas l'accouchement à domicile, je ne prends pas tout ça, mais j'ai eu la chance de faire un stage. J'ai une sage-femme libérale qui fait des accouchements à domicile parce que j'avais une hémorragie d'adhérence par garde quand j'étais étudiante et je me suis dit mais c'est pas possible, ces femmes qui accouchent à la maison sont folles. Et donc du coup il a fallu que j'aille me rendre compte par moi-même de ce que c'était. Et effectivement en fait elles ont tout un environnement autre et on les remet dans la physiologie, on leur donne confiance en leur corps et tout ça. Et ça, les maisons des naissances font ça. Les salles nature maintenant font ça.
on s'aperçoit que les patientes, voilà, reprennent confiance en leur physiologie, en leur corps. C'est pas des patientes. C'est pas? C'est pas des patientes. Pourquoi? C'est des femmes qui accouchent, c'est pas des patientes. Oui, voilà, c'est des femmes qui accouchent, c'est pas des patientes, je suis d'accord, pardon. Ouais, je l'ai pas compris. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Après, ça résulte plutôt de la préparation même pour elles, parce que nous, on sort en intervention sur des femmes qui sont prêtes à la maison, au dernier moment, c'est le gros craquage. Et aller à l'hôpital, là, Oui. c'est vraiment le bout. Qu'est-ce qu'on récupère, comment on fait, comment... Et bien, c'est bien ça. En arrivant là, on se dit, arrivons sur les lieux, qu'il y a tout un cérémonial de retour. Hein. Ouais. Et la bougie, les machins, tu te raccroches un peu, tu dis, bon, on va pas essayer de pas tout casser de ce qui s'est passé, machin. Mais, parce qu'elle tombe dans l'échec aussi. Alors, c'est là que c'est pas si simple. Parce qu'elle a une casse de scénario. Voilà. Ouais, et c'est là aussi. Et ça, je trouve ça dramatique. Ah ouais. Ça, je trouve ça dramatique. Et je chante et mes collègues me le disent, mais je trouve ça dramatique qu'on les conforte là-dedans, dans votre accouchement va être super, votre accouchement... Ben non, en fait, il peut y avoir une césarienne en code rouge au dernier moment parce que le bébé, ça bug et tout, il peut y avoir une réanimation pédiatrique, il peut y avoir une hémorragie de la délivrance, et moi, je ne veux pas préparer les femmes, et elles le savent hein, quand elles viennent, je ne veux pas préparer les femmes qu'à ça. Elles balayent tous les scénarios. C'est elles qui vont écrire leur propre histoire, hein. Mais elles balayent tous les scénarios. Je me refuse de préparer les femmes si elles n'ont pas tous les scénarios. Et un papa une fois m'a dit non mais Lisa, alors je leur parle, c'est rien en code rouge, ou en un quart d'heure, il faut qu'on sorte bébé, nanana, c'est bon, combat et tout. Et un papa qui me dit ah mais Lisa, je vais pas dormir là cette nuit, vous vous rendez compte de ce que vous nous racontez et tout. Mais c'est super difficile, pourquoi vous nous racontez tout ça? Je leur explique que voilà, ça peut, et je préfère qu'ils soient préparés en fait. Manque de peau, il a eu la bonne césarienne, code rouge, bien comme il faut, et quand je suis allée poser son bébé, une fois qu'ils étaient rentrés à la maison, il m'a regardé, la première chose qu'il m'a dit, j'ai compris. Merci. Parce que ils savent, ils sont prêts, voilà, et ils se mettent en et je le vois des fois maintenant, j'observe quand je fais les cours de prépa, il y en a certains qui se mettent en hypnose, qui regardent, enfin qui se projettent et tout, surtout quand ils ont eu des premiers et ils se revoient dans la salle d'accouchement et tout ça. Et voilà, moi ils balayent tout. Je trouve que c'est ça l'importance de la préparation. Et pour les scénarios, le truc typique pour nous, c'est quand on nous appelle pour mettre la péri, et puis ça va trop vite, et non, je vois examiner, non, c'est trop tard, madame. Et là, tout s'effondre. Oui, oui. Terminé, rideau, et elles n'entendent plus rien. C'est ça. Et quand je leur parle de la péridurale, je leur dis, bah oui, peut-être que l'anesthésiste sera occupée. Voilà. Peut-être qu'il ne sera pas là. Donc, toujours, il faut que vous ayez en tête que c'est possible que vous accouchiez sans péridurale. Parce que ça va trop vite ou parce que l'anesthésiste n'est pas là. Mais comme les sportifs, enfin vraiment, là Sophie me disait, elle a regardé plusieurs fois son parcours, son travail, la cavalière, elle connaît ses sauts, elle connaît... et c'est en ça où je trouve qu'il y a vraiment une similitude aussi, parce qu'ils connaissent leur truc, ils connaissent leur parcours. Là, la femme, on lui explique son parcours. Oui, il y a une différence. Le sportif, il connaît le parcours et éventuellement il l'a déjà fait. Oui. La femme, en particulier la première part, elle ne connaît pas le parcours et on peut lui avoir raconté, mais ce ne sera qu'une histoire racontée, ce ne sera pas vécu. Oui. Il y a une différence quand même à ce niveau-là. Par contre, j'avais une question à vous poser. Les sportifs travaillent beaucoup et certains coachs travaillent dans ce sens, sur certains sports en tout cas, sur le geste parfait. C'est-à-dire le geste sans parasite. Si on prend l'exemple de Fourcade, le skieur et le biathlète, quand il tire, il dit « j'ai pas eu de pensée parasite ». Donc il n'y a pas eu de parasite qui est venu le perturber au moment du tir. Donc il travaille ça en permanence. Mais les sportifs travaillent aussi le mouvement parfait. Pour un coureur, ça peut être la foulée parfaite. Comment poser son pied, tout décomposer, l'élan, le temps suspendu, puis ensuite comment on repose le pied, comment on le repose parfaitement.
est-ce que vous faites ça avec les femmes? Le geste parfait pour l'accouchement? Non, j'ai pas son pensée à ça. En imagerie mentale, en slow motion, qu'est-ce que tu dis de ça? Par exemple, enfin moi, j'ai fait du sport à un bon niveau, et quand j'étais gamin, sans arrêt, je travaillais mentalement sur les gestes parfaits. Sans arrêt. Et oui, mais ça veut dire quoi? Si je leur fais travailler l'accouchement parfait, ça veut dire que je laisse pas forcément la possibilité aux autres scénarios. Non, ça peut être une partie du travail, d'une séance. Et puis l'autre, ouais. Après, c'est un peu difficile parce que justement, comme vous disiez, elles ne connaissent pas. Oui. Parce que. D'accord, c'est pour ça que je pose la question. C'est ça. Je pense que c'est un peu difficile. Quand j'ai préparé des deuxièmes, des deuxièmes ou des troisièmes, au début, au tout début, quand j'ai commencé ma prépa, il y a 2-3 ans, je suis pas très longtemps, je leur demandais de se remémorer les contractions. Éventuellement, comment elles venaient vos contractions, le ventre qui se serre, il y en a certaines qui me disaient ça me prend dans les adducteurs et tout ça. Et en fait, il y en a il y a personne qui arrivait à se souvenir de ça. Puisque ils occultent l'expérience. Alors en plus, quand on essaye de faire ça pour des primis, c'est encore plus je vais où, je fais quoi. Donc maintenant, je parle plus du coup, dans les préparations en hypnose, je parle plus du tout de contraction parce que je me suis aperçue qu'elles n'arrivaient pas à aller dedans. Et c'est pour ça que je préfère la transfractionner. Par exemple, la descente idéale de l'enfant. Je sais pas. La différence avec le sportif et cette fois-là, c'est que la femme et les sportifs, on peut faire une préparation mentale. Mais le sportif va pouvoir s'entraîner aussi physiquement. Alors que pour l'accouchement, elle ne peut pas avoir un entraînement physique de l'accouchement. C'est ça. Et puis le passage dans le bassin, même après l'accouchement, elles ne sont pas capables de vous dire comment c'est passé. Hein. Ouais. Ça, je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec les gens. C'est pas possible. Ça sera testé. C'est toujours cette annuité de sauvegarde qui est au troisième. Et puis même, elles le disent, celles qui ont accouché vite sans péridurale ou pas, elles le disent, il y a un blackout sur beaucoup de parties de leur accouchement. Elles sont en transe pendant la donc elles créent une amnésie. Donc je suis pas sûre que ça fonctionne. Non, c'était un questionnement. Et alors, du coup, en fait, c'est bien parce que ça fait réfléchir. Leur faire travailler, on leur fait travailler la confiance, on leur fait travailler la motivation, on fait travailler le relâchement du corps en hypnose. Leur expliquer tous les scénarios possibles. Quand je leur explique tous les scénarios possibles, quand je leur explique la gestion des contractions ou quoi, je leur explique les postures, je leur montre les postures qu'elles peuvent faire. Mais finalement, je leur dis pas plutôt ça, ou plutôt ça, ou plutôt ça. Je leur donne une feuille avec les postures, mais je me suis aperçue que finalement, le jour de l'accouchement, il y en a qui ne feront pas du tout comme elles ont vu, ou qui ne feront pas du tout les postures, ou qui ne feront pas tout ça. Ou il y en a qui disent non, mais moi je ne veux pas accoucher, je veux accoucher sur le côté et tout, sans péridurale. Et en fait, elles se retrouvent en position gynéco parce que c'est comme ça qu'elles sont mieux. Donc, je pense qu'on peut les préparer, mais pas de manière aussi précise qu'un sportif, quand même, parce qu'il y a cette part de qu'on ne va vraiment pas contrôler le jour J. Ouais. Oui, le côté imprévisibilité qu'on a moins en sport, même si on est là. Et puis ça dépend, et puis ça dépend par rapport aux postures, par exemple. J'ai fait un atelier, là j'ai une prof de yoga qui intervient dans mon cabinet, et du coup elle a fait un atelier, elle est formée de Gasquet, je ne sais pas si ça vous parle. De Gasquet, c'est une médecin qui a mis des postures en place et tout. Et donc elle leur a montré des postures et tout, et puis il y avait des patientes qui étaient là, oh, je suis trop bien comme ça, et ben résultat, le jour de l'accouchement, elle n'a jamais réussi à se mettre dans cette posture-là, parce que le bébé était différent. Donc je pense qu'on est limité là-dedans, parce qu'on a cette part vraiment de qu'est-ce qui va se passer le jour J. Quelle mission, quel côté de travail qui fait naturopathe, et après, l'idée de rien. Ça reste quelque chose de naturel et vaille que vaille, personne ne déterminera comment il viendra.
quelque part. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je leur dis souvent. Et que bien souvent, on travaille beaucoup aussi en hypnose sur les contrôleuses. En leur disant que c'est bien un jour où elles ne pourront rien contrôler. Et le fait de travailler en hypnose, elles s'aperçoivent qu'elles sont capables finalement de prendre un peu de recul, de lâcher un petit peu et tout ça. Et souvent elles disent, bah du coup ça a été plus facile parce que je savais que voilà, je pouvais pas contrôler de toute façon. Et j'insiste, hein, je fais 7 cours, enfin il y a 7 cours de préparation à l'accouchement. Je crois que je dois le dire au moins 5-6 fois par cours. C'est bien un jour où elles ne pourront pas contrôler, mais que nous, équipe soignante, on ne contrôle pas non plus, quoi. Au niveau des séances, vous faites les séances de préparation à l'accouchement, ou elles viennent à côté, vous faites aussi combien de séances? Il y a besoin de combien de séances pour Alors, il y a 7 préparer cours de préparation à l'accouchement remboursés par la Sécu. Déjà. Moi, souvent, je revois l'anatomie, parce que bien souvent, elles savent pas. Voilà. Donc je revois l'anatomie et je leur parle de ce col mou. Donc je revois l'anatomie et quand est-ce qu'on parle à la maternité, je leur parle aussi de déclenchement. Parce que le déclenchement, ça peut durer 4 jours et ça, elles n'envisagent pas du tout. Alors je leur dis, je vais vous vendre du rêve, aujourd'hui on va parler du déclenchement. Et mais voilà, un déclenchement, on peut commencer, puis c'est 4 jours après. Et c'est pareil, je me souviens d'une patiente, j'ai créé mes cours un peu avec les patientes. Hein. Je me souviens d'une patiente, déclenchement, 4 jours, fini par césarienne. J'arrive pour poser son bébé, elle me regarde. Non mais Lisa, faut le dire aux patientes que c'est le 4 jours, hein, parce que ça c'est pas possible. Hein. Il faut qu'on soit préparé là. Ok, bon, du coup j'ai revu. Et maintenant je leur dis. Donc ça, ensuite la gestion des contractions, la gestion de la douleur, où je leur parle d'optimiser leur utérus, qui est un muscle. Je leur parle des positions, de l'environnement, de l'ouverture du bassin, je leur dis les différentes étapes, leur col mou, le rôle du papa, du coach et tout ça. Ensuite, péridurale césarienne. En fait, j'y vais par étapes, hein, je leur fais une histoire. Moi, je me mets en transe. Je revois les situations à chaque fois que je parle. Péridurale césarienne, l'accouchement à proprement parler, je leur parle d'hémorragie de la délivrance. Et à chaque fois un outil donné en hypnose et puis... Pas toujours parce que toujours on ne fait pas d'hypnose. Ah voilà. Ouais. Mais par contre, celles qui font de l'hypnose, je leur dis, là, votre bulle, là, là, le point neutre émotionnel, là, on peut mettre, là, vous pouvez utiliser votre ancrage, etc. Ouais. Et je leur dis aussi au conjoint, là, vous pouvez l'aider en l'encadrant. Après, je leur fais le séjour à la maternité, l'allaitement, et puis les pleurs de nouveau-né, baby blues, je leur fais des petites armes. Et celles qui viennent pour l'hypnose, elles font 3 cours en plus. D'accord. Ouais. Celles qui viennent pour l'hypnose, elles font 3 cours en plus. Bien souvent. Alors, au début, c'est pareil, je me disais, je fais mon protocole. Machin. Et en fait, j'en ai qui arrivent, oh là, j'ai pas dormi cette nuit, je suis lourde, j'ai mal, nanana. Bon bah, je sais que ça sert à rien en fait que je fasse ce que j'ai prévu. Mais comme, vous savez, en hypnose, on fait jamais ce qu'on a prévu. Et du coup, en fait, là, on a travaillé sur le confort corporel. Je l'ai remis à l'instant présent. On a travaillé sur le confort corporel, mais sur le confort corporel, j'ai travaillé sur le relâchement du corps, en fait. Il y a des trucs que moi je pense en arrière. J'ai travaillé sur le relâchement du corps, sur le fait qu'elles peuvent faire confiance à leur corps, essayer de se remettre en équilibre, etc. Et du coup, vu qu'elles ont fait l'expérience, qu'elles ont la capacité de se remettre toutes seules dans le confort, le jour J, elles pourront faire. Donc non seulement j'ai remis dans l'instant présent, parce qu'on traite ce qu'elles ont là maintenant, mais en plus, je arrive à glisser des trucs, quoi. Je leur fais aussi pas tout le temps. Le baiser du cheval, vous connaissez pour leur faire percevoir qu'elles ont les capacités de modifier leurs sensations. Et en autonomie, je ne sais pas si vous connaissez l'autonomie,
Mais en autonomie, mes collègues qui font de l'autonomie, elles font un petit peu ça. Elles leur font percevoir elles ont la capacité de modifier leur perception à partir du moment où elles s'autorisent à voir autrement. Alors, je parle beaucoup d'autorisation aussi. S'autoriser avec des émotions. Oh, mais là, je pleure, mon bébé innocent. Bah oui, bah en fait, vous avez le droit. Hein. Autorisez-vous. Ah bon? Bah oui. Autorisez-vous à avoir peur. C'est normal, donc vous savez pas où vous allez. Moi, je vous donne des scénarios pour que ça soit plus facile, mais vous savez pas trop où vous allez. Autorisez-vous. Autorisez-vous à être inquiète. Autorisez-vous à avoir peur de la mort fétale. Parce que c'est pas cool si ça vous arrive en fait. Voilà, je fonctionne un peu comme ça. À quel moment vous placez les 3 séances d'hypnose par rapport aux autres séances de préparation? Quand j'ai pas de place dans le planning. Oui, forcément, avant, pendant, après. J'aime bien. Avant l'accouchement. Ça peut être intéressant. Mais il y a des patientes du coup qui utilisent toujours hein, les choses qu'on a faites. Hein. Ouais. Enfin, on fait des ancrages tout le temps, hein. Donc elles utilisent. J'aime bien. Non, peu importe en fait. Parce que quand je leur fais le cours sur l'accouchement, sur la gestion des contractions et tout ça, si elles ont déjà expérimenté l'hypnose, bah, du coup elles savent. Si elles n'ont pas encore expérimenté, et ben, je leur dis, ça on va le travailler. Ça on va le travailler. Et du coup, quand je fais ma séance d'hypnose, vous vous souvenez ce qu'on a vu? Là, vous pouvez. Et en fait, je leur fais faire je leur répète, je leur suggère à nouveau. Donc peu importe. Et comment, entre guillemets, vous recrutez celles qui vont faire de l'hypnose, celles qui vont pas en faire? Vous proposez systématiquement ou... En fait, quand elles viennent pour la première consulte, je leur dis, j'ai pas mal d'intervenants dans mon cabinet, donc en fait je fais le listing de tout ce qu'il y a dans mon cabinet. Après je dis c'est à votre disposition, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie. Et on peut faire aussi une préparation d'hypnose. Et puis celles qui déjà ont un projet d'accoucher sans péridurale, là j'insiste un peu plus. En leur disant j'ai un outil, si vous voulez vous en saisir, on peut utiliser cet outil. C'est elle un peu qui décide. Et après, j'ai des patientes qui du coup me demandent de l'hypnose. Alors qu'elles ne veulent pas du tout accoucher sans péridurale, mais du coup, elles me demandent de l'hypnose et elles arrivent vachement bien à l'utiliser aussi, le jour J. Ça, c'est cool. Et notamment Mélanie, l'infirmière de bloc, elle, c'est pas possible sans péri, mais elle a réussi à se mettre dans sa bulle quand même 15 jours après. 15 jours avant. Ça, c'était chouette aussi. J'ai jamais réussi à trop respecter les protocoles et tout ça. Je sais pas trop faire. Et du coup en fait, je fais vraiment avec ce qu'elles m'amènent et ce qu'elles ont besoin. Puis j'ai voulu comme ça en fait. Je trouve que ça me permet d'ancrer ma relation, clairement, avec elles, parce que je suis à leur écoute, je pense. Et pouvoir... quand on parle des pleurs du bébé, on parle de seau. De remplir son seau. De remplir son seau de besoin et que leur bébé il aura besoin de remplir son seau de sécurité quand il va sortir. Puisque ça fait 9 mois qu'il est confiné, qu'il est bercé, qu'il a du bruit tout le temps, qu'il a tout ce qu'il veut quand il veut, du jour au lendemain on le fout dehors, il n'a plus de contrainte d'espace, il n'a plus de bruit, il n'a plus de bercement, il n'a plus rien. C'est comme si nous on nous envoyait dans une petite casse-bas, alors au début je disais Russie, mais là une petite casse-bas en fin de Finlande, bref, et ben ça va être un petit peu difficile quoi. Et donc du coup on va avoir besoin de remplir notre seau pour se sentir en sécurité et de se rassurer. Et tant que le seau n'est pas rempli, on ne peut pas remplir le seau de l'autre. Donc si votre seau de sécurité, enfin si votre seau à vous, émotionnel, il n'est pas rempli, vous ne pouvez pas remplir le seau de sécurité de votre bébé. Et du coup, quand je travaille en hypnose, pendant la grossesse, j'estime que si elles arrivent et qu'elles ont un inconfort, ça veut dire qu'il y a un seau qui est vide. Et que si je ne remplis pas ce seau, elles ne seront pas chargées. Et si elles ne sont pas chargées, elles vont être anxieuses. Et puis si elles sont anxieuses, elles vont se mettre en transe négative, etc. etc.
Donc du coup, alors je parle de saut, et puis j'ai suivi la formation avec Jérôme Bocquier de Anxiété et Dépression qui nous parle de charge. Quand votre ordinateur il n'a plus de charge, vous branchez, quand votre téléphone il n'a plus de charge, vous branchez. Donc des fois ça m'arrive de leur parler de ça. Mais je préfère remplir leurs besoins à l'instant présent, parce qu'en fait je m'aperçois que du coup il y a des peurs qui se poupent, parce que c'est rempli au niveau émotionnel. Ça répond? C'est toujours sur séance individuelle, la préparation. En hypnose, oui. Ouais. Pour l'instant, oui. Alors j'ai fait des pseudo-séances collectives parce que pendant un moment je faisais du yoga. Et autant vous dire que quand j'ai commencé l'hypnose, je faisais de la méditation, je les ai mis en hypnose quoi. Et c'était très rigolo parce que donc, elles étaient assises en tailleur, puis bien souvent elles ont mal au dos, donc elles bougeaient et tout. Et puis dès que je faisais un peu d'hypnose, elles restaient immobiles, mais vraiment, hein, tout le temps de mon petit truc là. Et quand je les faisais ressortir, on les voyait bouger. Donc voilà, j'ai fait ça, mais sinon individuel. Seul, mais avec l'accompagnant, avec le mari. S'il veut. Parce qu'il y a des Pourquoi papas. s'il veut? Ah, il y a des papas qui n'ont pas Enfin, envie. s'ils veulent. S'ils veulent, oui. S'ils veulent. Ouais. Si le papa, les femmes, elles sont d'accord. Mais si le papa est OK. Après, j'aime bien les avoir parce que vraiment, je trouve que, puis je l'ai vu là avec Aurélie et puis Thomas, que quand ils ont expérimenté, c'est quand même plus facile de les aider, quoi. Je trouve pas ça logique. Pourquoi? Faire un enfant, c'est une histoire à deux. Pourquoi il n'y en a qu'une qui va à la préparation à l'enfant et à l'hypnose? C'est ta vision. C'est ça. Non, mais Parce que quand leur conjoint, oui, mais quand leur conjoint est là, j'ai l'impression que certaines ont une retenue et qu'elles n'arrivent pas à se mettre en tension correctement. Vous ne connaissez pas le contexte non plus, la relation entre Oui, eux. oui. Ouais. Des fois, elles sont Ouais. toutes seules. Et puis clairement, les hommes qui sont complètement réfractaires, hein, parce que quand même, il y a beaucoup dans les couples, les nanas elles sont taquines et les hommes ils sont complètement réfractaires à ça. Je vois pas l'intérêt de les faire venir en fait. Oui, non, c'était. Ouais. Mais vous avez raison. Mais comme la prépa elle me demande toujours les femmes, du coup mon mari il faut qu'il soit là, mais s'il a envie. S'il n'a pas envie, il vient pas. On va pas le forcer, c'est pas grave. C'est pas grave, vous le saurez. À rentrer à la gueule. D'être obligatoire, d'aller dans le Mais d'aller dans la oui, mode. mais c'est ça. La mode dans les accouchements, c'est terrible aussi, quoi. La mode est ici, la mode est là. Les gens ils font ce Et ils qu'ils sont veulent. coincés dans les modes, on fait ça, on fait de l'hypnose, on fait de machin. Et après, il n'y a plus rien C'est naturel qui suit, c'est cata. Et puis Non, on mais- est bien d'accord que moi, C'est bien compliqué dans la vie. moi je préfère Ouais. un papa en face de moi qui a l'air intéressé, qui me pose des questions, que celui qui est là. Ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai pas envie de ça. Et des fois, de leur dire de sortir, ils sont hi. Ouais, non, c'est ça. J'ai non seulement. J'ai non seulement ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de ça, mais en plus, je vois très bien. J'ai certaines patientes là qui me regardent en disant genre, concentre-toi quoi. Du coup, elle est plus là, mais elle est plus. Donc Là, des fois, on monte dans l'ambule et dit ouf, il y a. Ouais, c'est ça. Ça se lâche, mais alors, bien. Mais je leur dis quand je fais la Récupérer prépa, ta valise, c'est drôle. quand je fais la prépa, je leur dis attention, vous allez être aussi crevés qu'elle. Hein. D'accord? Voire même plus. Alors je leur dis aux femmes, je leur dis, Non, mais pour les préserver, tant que vous êtes en capacité de gérer toute seule, parce qu'on a appris en fait à gérer toute seule, parce que je leur donne les feuilles avec les positions, nanana, vous gérez toute seule. À partir du moment où vous perdez pied, c'est là où vous allez solliciter votre conjoint parce que vous allez avoir besoin qu'il soit optimal. Si vous le sollicitez dès le début, il va être carpette comme vous quand vous aurez besoin d'être optimal. C'est ça que vous avez envie. Donc je dis d'abord vous le laissez tranquille et une fois que vous perdez pied, là il sera optimal. On est smart, tout le monde. pour revenir encore un petit peu là-dessus, de temps en temps, il y a des maris qui vivent très très mal les situations. Oui. Parce qu'ils sont passifs. Ils sont pas acteurs, ils sont là, mais j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire, et je la vois avec un mec qui est pas dans une situation confortable, et donc,
pour moi, ça serait bien qu'ils aient une petite séance de préparation. Ils adorent ça, les papas. Si Daniel. Je vais faire chemise parce que sinon je vais me faire chier avec les papas, ils adorent ça. Parce que ça leur donne des outils. Ça leur donne des outils pour les aider. Et du coup, ils sont un peu moins passifs. Et je vous ai dit, j'insiste sur le fait, je leur dis, attention, vous allez être tout seul. Il n'y aura pas l'équipe soignante. Et donc là, ils se disent, ah ouais. Donc l'idée de ce cours-là, et ce cours-là, j'aime bien que les papas soient là, et généralement, il n'y en a pas qui viennent, enfin, il y en a très peu qui ne viennent pas. C'est pour leur donner des billes qui soient moins passifs. Merci.